Est-ce que le micro fonctionne? Magnifique, on est prêt. C'est good pour toi? Ouais, moi je te suis. Trop bien. Bon. Je bouge pas. Ah, donc, ça me va bien. Reste avec moi. Je bouge pas, mais je te suis. Reste avec moi. Welcome back. Du coup, on est trop heureux de vous retrouver sur la version française de Exec on AI avec toujours François. Welcome back. Comment on dit welcome back en français? De retour. Bon retour. Bon retour. Ouais, bon retour. Désolée, j'ai jamais dit ça en fait. Ok, bon retour parmi nous pour le podcast Exec en AI avec des execs pour parler aux execs qui font des projets AI, mais cette fois en français. Merci d'être avec nous, François. Je suis toujours ravi d'être avec toi. C'est top, on s'amuse beaucoup et on apprend beaucoup, donc merci pour ça. Il y a 2 sujets que j'aimerais évoquer avec toi sur cette version française pour aller un peu plus en profondeur de ce qu'on a pu échanger jusque-là. Déjà, on va commencer par la première, qui est en fait, quel est finalement le principal challenge avec lequel viennent les RH quand ils ont besoin de transformer leur entreprise en digital? En fait, aujourd'hui, comme je te le disais, dans la fonction RH, on exécute des processus qui sont extrêmement bien rodés. Ouais. Donc toutes les opérations que nous menons sont extrêmement bien rodées depuis des années. Et c'est des modèles en fait qui sont universels, qui se retrouvent dans toutes les entreprises. La manière de payer, la manière de recruter, la manière d'évaluer la performance, de former, et même la manière dont on va aborder le bien-être, les problématiques disciplinaires. Tout ça, en fait, est hyper cadré parce que toutes les décisions qui sont prises ont un impact humain. Ouais. Et donc, c'est sécurisant pour la fonction RH de je dirais, s'abriter ou s'appuyer sur des processus extrêmement bien rodés. Et aussi pour des raisons de conformité à la réglementation. Complètement. Tu vois, par exemple, dans l'évaluation en France, on a un entretien professionnel qui doit être exécuté dans un certain cadre, avec une certaine régularité. C'est la loi. Ouais. C'est assez incroyable d'imaginer que la loi détaille à ce point comment une entreprise doit manager ses employés, mais c'est comme ça. Ouais. Et donc, en fait, on doit composer avec ces contraintes, et ça opère, en fait, des processus qui sont hyper bien rodés. Mais bien entendu, dans un monde vacuum, dans un monde où tout est changeant tout le temps, l'adaptation est plus difficile parce que justement, ça oblige à questionner ces opérations qui sont tellement sécurisantes. Clairement. Et du coup, tu me parlais effectivement, tu as la partie process, mais les process sont souvent basés sur de la donnée. C'est un peu d'ailleurs le sujet avec l'IA, c'est que l'IA peut être très performante, les algorithmes hyper puissants, mais ça va fonctionner sur la base de données qu'on va ingérer. Si on n'a pas cette donnée, le résultat il sera aussi vide que ce qu'on aura mis dedans. Du coup, c'est quoi aujourd'hui le challenge pour les RH sur cette partie données? C'est ça, en fait, les execs que je rencontre, aujourd'hui, ils sont avant tout préoccupés, avant même de se poser la question de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les solutions, ils sont avant tout préoccupés de l'exploitation de la donnée sur les employés. Yes. En fait, en tant que DRH, on sait plus de choses sur nos employés que n'importe quelle entreprise sur ses clients. Ouais. On connaît la composition de la famille, on connaît l'âge, on connaît le lieu où vivent les personnes. Depuis la pandémie, comme je te le disais, on a même pénétré dans les logements. On sait comment sont configurés les logements parce qu'il y a certaines entreprises qui indemnisent le télétravail. Donc on sait quel est le lieu dans lequel les personnes travaillent à leur domicile. Les animaux domestiques. Les animaux domestiques. Donc on sait tout en fait sur les employés. Mais on fait rien de ces données. Et ça s'est vraiment révélé au moment de la pandémie parce qu'on n'a pas été capable en tant que fonction d'entreprise de donner de la visibilité au management sur la réalité des effectifs et sur les personnes qui étaient critiques, indispensables. Bon, il faut être transparent. Dans toutes les entreprises, suivant les zones géographiques, il y a eu des licenciements qui ont été opérés de manière très très rapide. On a vu aux États-Unis 2 millions de chômeurs en quelques semaines. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Donc ça a été moins le cas en Europe parce qu'on a cette espèce de coussin où les États ont financé les entreprises. Mais toujours est-il que au moment de produire les chiffres et de donner des orientations au management sur qui licencier, qui garder, eh bien en fait la DRH s'est trouvée assez démunie. Et ça, d'une manière vraiment universelle. Dans toutes les entreprises, on a rencontré cette difficulté. Et très souvent, c'est la direction financière qu'on croyait par défaut, parce que
c'est la direction financière qui manipule les chiffres. Oui. C'est pas la DRH. Ouais. Donc voilà, il y a cette espèce de disqualification de la DRH dans ces opérations qui se sont retrouvées. Et donc aujourd'hui, les exécutifs veulent de la donnée centralisée. Donc là, souvent d'ailleurs, on a la donnée qui est éparpillée dans les systèmes de paye à travers le monde. Et là, en fait, on a cette opération de centralisation des données pour permettre de prendre des décisions éclairées par la donnée. Donc avant même l'intelligence artificielle, déjà dans un premier temps, c'est rassembler la donnée pour pouvoir prendre des décisions éclairées par la donnée. Et bien entendu, dans le monde dans lequel on vit, l'éclairage par la donnée, il s'appuie sur l'intelligence artificielle. Ouais, c'est vraiment le pilier de tout travail qu'on va vouloir faire. Concrètement, comment ça se passe de centraliser la donnée? C'est quoi les actions qu'il faut mettre en place? Alors là, en fait, il s'agit véritablement de transformer les systèmes d'information RH. Donc, dans des entreprises, c'est ce que je connais le mieux, donc dans des entreprises de dimension internationale, on a très souvent des systèmes de paye différents dans les zones géographiques pour être au plus proche possible de la réglementation locale. Donc il y a des grandes entreprises comme L'Oréal qui ont choisi ADP, qui est un éditeur de solutions de paye qui est utilisé de manière globale, mais c'est relativement rare. Et donc l'idée, c'est si on veut pouvoir former, développer les employés avec des critères qui soient communs à l'ensemble de l'entreprise, il faut créer un core HR, donc un système cœur dans lequel on va mettre toute la donnée de l'employé. Et là, il y a deux architectures qu'on retrouve. Donc c'est un peu technique, mais non, mais c'est très bien. Si je vais un peu trop loin, donc il y a deux architectures qui se retrouvent. Soit on a le système de paye qui alimente un système central qui va ensuite permettre de faire des arbitrages sur la donnée. Soit c'est le système central qui est maître et qui va alimenter les systèmes locaux pour effectuer la paye. Le deuxième modèle est quand même le plus fréquent aujourd'hui. Donc on a de plus en plus un système cœur qui va permettre de recruter, d'effectuer des mobilités internationales, d'évaluer la performance et de comparer les employés entre eux, d'évaluer aussi les rémunérations par rapport aux fonctions. Et puis ce qui se développe également, c'est des systèmes de bénéfices globaux. Donc on va harmoniser, c'est ce qu'a fait Danone en partie, harmoniser les avantages qui sont procurés aux employés sur, par exemple, les congés, les mutuelles, l'assurance santé, les congés parentaux, etc. etc. Mais c'est vrai que tout à l'heure, tu m'as posé une colle, tu sais, quand tu m'as posé la question... si tu devais licencier une personne parmi les trois dans cette salle, qui est-ce que tu licencies? Et j'étais là en train de réfléchir et tu m'as dit, mais en fait, peu importe la réponse que tu vas me donner, elle sera fausse parce qu'elle n'est pas basée sur de la donnée. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne se rend pas forcément compte. Et du coup, la question que je me pose, c'est en fait, quelles sont les données dont on a besoin, notamment sur le métier RH? Est-ce qu'il y a des données critiques qu'il faut absolument avoir, justement, quand tu es dans ce travail de centralisation? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est critique? Pour opérer les activités de la fonction RH dans son ensemble, il y a des données de base sur les employés, son identité, comme je le disais, son compte bancaire. Ce que tu mets dans la fiche de paye, quoi. Après, la réponse plus spécifique sur de quelles données j'ai besoin pour pouvoir savoir qui je vais licencier pendant une pandémie, par exemple. Ou promouvoir. Ou promouvoir. Donc c'est vrai que c'est un peu triste de se focaliser sur le licenciement, mais c'était ce qu'on évoquait avec la pandémie. Effectivement, Là, ça va être très variable. En fonction des entreprises. Et c'est là que tu vois en fait toute la sensibilité du métier RH. Parce que, comme je te le disais, il n'y a pas de réponse vraie. En revanche, s'appuyer sur la donnée, éclairer la décision par la donnée, va permettre de construire un discours qui peut laisser penser que la décision est la bonne. Et donc, tu vois, c'est vraiment une question de consensus. Et pour reprendre un exemple, une entreprise retail, donc une entreprise qui a des magasins dans le monde entier, son critère, c'est qui j'ai sur le floor. Quelles sont les compétences dont j'ai besoin dans mon magasin pour m'assurer que je vais servir mes clients proprement. Et donc ça peut être très variable d'une entreprise à une autre. Ça peut être des spécialités produits pour certains vendeurs. Ça peut être des spécialités de langue si tu as une clientèle internationale. Carrément. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va dépendre
du métier de l'entreprise. Ouais. C'est aussi des expertises, par exemple, des experts dans des ateliers dont on ne peut pas se passer et qu'il faut justement, alors si on ne parle pas du licenciement, mais peut-être développer ou augmenter ou garantir que, par exemple, ces personnes vont pouvoir transmettre leur savoir-faire. Tout ça, et donc identifier les personnes qui sont critiques, tout ça, en fait, va être vraiment spécifique au métier de l'entreprise. Ouais. Et c'est ça le talent de la fonction RH, en fait, c'est d'arriver à identifier ces spécificités, ces singularités au sein de chaque entreprise pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ouais. Et là où finalement on n'est pas les meilleurs dans la fonction RH, c'est l'utilisation de la donnée pour aider à cette décision. Et c'est vrai que tu disais que c'est d'autant plus critique aujourd'hui qu'on a énormément d'employés, alors notamment dans des grands groupes. Ouais, voilà, c'est les grosses entreprises, tu vois. LVMH, c'est 216 000 personnes. Waouh. C'est énorme. À gérer, voilà. humainement. Tu parlais d'Amazon. Amazon, c'est 1 million ou 500 000 employés, c'est ça? Enfin, c'est énorme. C'est énorme, c'est colossal. Ouais. Donc, arriver à identifier les talents pertinents que tu vas vouloir développer, ceux que tu n'as peut-être pas envie de garder. La mobilité internationale, dont tu faire parlais les aussi. mobilités, etc. Donc, toutes ces histoires individuelles que tu écris au sein de 200 ou 500 000 personnes, c'est impossible de le faire sans système. Clairement. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a quelques personnes qui s'occupent de 3-4 000 exécutifs. Donc, c'est eux qui vont être critiques, le chef de l'entrepôt, le directeur du magasin, etc. Et en revanche, le spécialiste SEO ou le digital expert de la technologie qu'on utilise pour le site commerce, lui, on va pas le voir. Et quand il va partir, on va avoir 6 mois de vacances parce que le temps de recruter un nouveau, d'avoir le préavis. Alors bon, dans certains pays, on peut finir le vendredi, commencer le lundi, mais quand on est en France, quand on est en France, il y a 3 mois de préavis. Après, il y a la période d'essai, etc. Et donc souvent, on va recruter n'importe qui parce qu'il faut combler le trou et on commet des erreurs à la fois humaines et d'entreprise. Bien sûr, parce que c'est du revenu aussi qu'on perd pendant cette période où on n'a pas les talents dont on a besoin, clairement. Passionnant sujet. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps sur cette version, donc je vais passer au second sujet. Bien sûr. Donc la deuxième partie que je voulais évoquer avec toi, c'était l'activation de l'intelligence individuelle et collective. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je sais que c'est un sujet qui te passionne. La difficulté que tu avais tout à l'heure, c'était de comprendre en quoi, finalement, l'intelligence, ça peut être un asset. Exact. Comment on gère l'asset? Voilà, comment on gère l'asset. Et l'exemple que je prenais, c'est comment on active l'intelligence collective. Donc aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine d'années, on a des facilitateurs qui arrivent dans les entreprises, ils sont convoqués pour aider un manager à faire travailler son équipe ou des équipes transverses dans l'idéation de quelque chose, d'une transformation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des processus d'idéation. On va diverger, donc il y a des temps de réflexion individuels, il y a des travaux en groupe où on va avoir plein d'idées, puis après on va converger avec un défi entre les deux moments, le moment de divergence et le moment de convergence. Donc tout ça, c'est connu. C'est des process, en fait, des frameworks qui sont connus. Donc l'animation, l'activation de l'intelligence collective, ça peut être un process. Donc l'intelligence collective, ça peut être un asset. Et ça, en fait, tu vas le retrouver sur l'intelligence émotionnelle. Donc comment tu vas aider tes employés à gérer leurs émotions, à aller prendre des pauses au bon moment parce que ils sont saturés. Et aujourd'hui, on est tous confrontés dans toutes les entreprises à des graves situations de burn-out. Si on était capable d'anticiper ça, et d'ailleurs on le fait, il y a de plus en plus de formations pour apprendre à faire des pauses, apprendre à prendre du recul. Alors la bonne posture au bureau. Exactement. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est aussi quelque chose qui se gère suivant des processus. Comment je vais, face à une circonstance, générer les pensées qui vont me permettre d'avoir les émotions adaptées à l'action que je dois entreprendre pour atteindre l'objectif que l'entreprise veut. Là encore, la recherche de l'efficacité opérationnelle est quand même toujours présente. On n'est pas en train d'essayer de rendre les gens heureux. On est en train d'essayer de les rendre efficaces dans le contexte de l'entreprise. Donc là encore, l'intelligence émotionnelle, c'est un asset. Et ainsi de suite, je peux dérouler l'intelligence relationnelle, comment tu développes tes compétences en communication. Hyper intéressant. Et comment tu prends en compte avec la communication non violente, par exemple. Bien sûr. Au SBD, j'observe, je ressens, j'exprime ma demande. Voilà, donc tout ça, c'est des process. Et quand tu mets tout ça bout à bout, tu t'aperçois que finalement, l'intelligence
c'est un asset que la fonction RH peut développer. C'est nous qui avons la compétence pour développer cet asset. Ouais. Et au sein de l'entreprise, on pourrait véritablement s'emparer de cet asset de la même manière qu'on développe les ressources humaines. Ouais. On peut prendre l'intelligence comme un asset et essayer de s'assurer que partout, l'intelligence est développée au plus haut niveau pour pouvoir rendre les personnes heureuses dans leurs fonctions, donc satisfaites, épanouies. Je reviens sur le mot heureux parce que c'est peut-être pas l'objectif. Oui. Il y a tellement de paramètres au bonheur que c'est pas seulement l'entreprise qui peut y contribuer. Mais la satisfaction, ça parle bien. Mais en tout cas, voilà, satisfaction, performance. Donc, comment on équilibre ça en s'assurant que on développe l'intelligence au sein de l'entreprise. Et bien entendu, l'intelligence artificielle fait partie de tout ça. Ouais, mais ça n'est qu'un asset de tout ça. Ça devient un élément de cet ensemble. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est le système d'information. Et non, en fait, non, ça ne peut pas être juste géré comme un système d'information. Il faut que la DRH s'en empare pour pouvoir intégrer ça à justement le management de l'intelligence au niveau de toute l'entreprise. Oui. Pour, par exemple, comme je le disais dans la version anglaise, identifier les gestes qui ne devront pas être délégués à une intelligence artificielle. Oui, si par exemple ma singularité, c'est l'expérience client que je procure dans les magasins, ou c'est le style des produits que je développe, il y a peut-être le geste du styliste qui doit toujours être fait par un humain. Ouais. Ou l'accueil dans le magasin qui devra toujours être fait par un humain. Peut-être que dans certaines entreprises, chez McDonald's, on peut avoir des machines pour commander, et puis peut-être que dans d'autres entreprises, chez Bulgari, non. On veut quand même avoir quelqu'un qui vous dit « Bonjour monsieur, bienvenue chez Bulgari ». Oui. Et je pense que ça, en fait, la DRH doit l'identifier, doit aider les métiers à dire « Non, là c'est stratégique ». Et donc, on aurait... à ce moment-là, pour la fonction RH, la capacité de faire un vrai pivot qui va permettre de devenir encore plus stratégique que ce ne l'est aujourd'hui. En fait, je trouve ça très éclairant parce que souvent, on parle d'intelligence, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans et on ne se rend pas compte de déjà toutes les intelligences qui sont à notre disposition, ce qu'on peut mettre en place et le rôle du département HR finalement dans ce métier-là ou dans cette action-là. Donc, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir vraiment approfondir ça et se rendre compte que oui, il y a de l'intelligence artificielle et c'est une type d'intelligence, mais il y a aussi toute l'intelligence individuelle, l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle et plein d'autres leviers à aller chercher. Ouais. La question que je me posais aussi, typiquement, tu as fait référence à ce côté humain, de se dire c'est important. Peut-être que ce soit la touche d'un designer, etc. Je sais que dans le précédent épisode avec Justin de WFJ, on parlait du fait que l'expérience, en tout cas de luxe, c'est vraiment de se dire j'ai un moment exclusif, un moment privilégié, et je suis en train de vivre quelque chose d'important. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que toi, tu retrouves ce côté, on a envie de faire vivre des expériences, on a envie de rester un peu connecté finalement aussi, soit avec les employés ou soit avec même les clients, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, en fait. Ouais. Ce que doit offrir l'entreprise, tu sais, on parle d'EVP, Employee Value Proposition. Yes. Donc, c'est la proposition de valeur que l'entreprise va faire à l'employé en tant qu'employeur. Ouais. Donc, c'est ce qui fonde la marque employeur. Okay. Et donc, c'est quelque chose qu'on va exposer à l'extérieur, sur le site carrière, dans LinkedIn, avec des contenus spécifiques et personnalisés. Ouais. On va pousser, en fait, cette image de marque. Ouais. Cette image de marque, en fait, c'est aussi une expérience vécue de l'employé en interne. C'est l'expérience employée. Donc, c'est aussi un concept qui a été développé, on va dire, dans les 15-20 dernières années. Ouais. L'expérience employée, c'est quelque chose qui est réel. C'est autour de nous, la manière dont les locaux sont aménagés, c'est les applications qui sont mises à la disposition des employés, c'est les services qui sont procurés aux employés. Et tout ça, clairement. En fait, d'un côté, peut être banalisé. C'est-à-dire, je suis une entreprise et je fais le minimum qui doit être fait. Donc, je me mets en conformité légale et puis j'assure le service minimum. Et ça peut être aussi totalement singulier, totalement spécifique et procurer une expérience de vie professionnelle complètement singulière. Carrément. Et ça, oui, les entreprises, en tout cas l'entreprise dans laquelle je travaille, chez Louis Vuitton, c'est ça qu'on veut procurer, c'est-à-dire une expérience professionnelle singulière, à nul autre pareil, peut-être époustouflante,
Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, voilà, j'ai travaillé chez Louis Vuitton, ça a duré tant de temps, mais je m'en souviens. C'est quelque chose d'important dans ma vie. C'est vraiment le plus dur à faire, je pense. Et c'est très difficile, bien entendu. Et puis surtout dans les grandes entreprises qui ont tellement d'employés, justement. Oh là là. Mais le challenge, le défi, en fait, pour la fonction RH, pour les exécutifs RH, c'est véritablement ça, de s'emparer, en fait, de cette expérience employée, d'identifier dans la culture de la maison, de l'entreprise, ce qui fait la singularité et d'essayer de diffuser ça. Et en tout cas, moi, ce que je fais, c'est j'essaye de le diffuser au travers des systèmes. Waouh. J'ai 100 millions de questions qui chutent dans ma tête, donc je sais que je vais devoir canaliser et te laisser finir. On pourra poursuivre la conversation Merci au-delà. Infiniment. J'ai juste une dernière question, peut-être pour clore ce sujet. Quelque chose qui t'anime pour la suite, justement un peu en preview du futur, quelque chose qui t'anime sur la partie justement que tu as envie de mettre en place toi ou que tu as envie de tester avec en fait, tu me demandes de parler du futur et ce qui me vient à l'esprit, c'est mon passé. Ah, c'est vrai, mais pourquoi pas, allons-y. Et en fait, en 95, je faisais une thèse en droit et je me suis acheté un ordinateur. Et avec cet ordinateur, j'ai vu plein de possibilités. Et donc, je faisais des études de droit. Je n'avais pas du tout vocation à travailler dans le numérique. Et je vivais au Liban à l'époque. Et je me suis installé en France en 97. Et à ce moment-là, j'avais cette idée que avec l'informatique, on peut faire plein de choses, en fait. On peut augmenter son efficacité opérationnelle. Et pour maintenant me projeter dans le futur, depuis que je suis professionnel, en fait, j'ai cette idée que grâce à l'informatique, on peut être augmenté. Et là, en fait, avec les Gen AI, je suis en train de vivre mon rêve. Tu vois, là, je gagne en productivité tous les jours. C'est clair. Je peux m'occuper de mon équipe. Avec, tu vois, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour générer des objectifs qu'on a challengés à deux. C'est génial. À deux, c'est avec l'IA ? Ouais, avec une alternante. Ok, d'accord. Donc, trop bien. C'est vraiment génial, en fait. C'est vraiment génial. Pour moi, c'est des possibilités infinies. Et évidemment, il y a tout un ensemble d'enjeux que tu évoquais, de durabilité, d'éthique, qui sont présents. Mais moi, je ne veux retenir que le positif. Parce que je sais qu'on va y arriver, en fait, à intégrer ces dimensions éthiques et durabilité. C'est un effort collectif qu'il faut faire. Mais les possibilités offertes par la technologie sont infinies. Et c'est ça aussi que je vois. C'est magnifique. Mais c'est vrai que juste sur cette partie éthique, comme tu disais, quand tu as d'autres manières de faire, tu fais différemment. Typiquement, la météo, tu vas pas demander à ChatGPT, tu as une application, tu vas le faire. Donc, tu essayes quand même d'utiliser ChatGPT pour un usage qui a du sens. Mais il ne faut pas s'en priver parce qu'il peut y avoir un vrai impact. Et j'adore cette philosophie de dire on y va, quoi. Et puis, il y a un shift, tu vois, au niveau des éditeurs. C'est-à-dire que les éditeurs présentaient l'intelligence artificielle au cours des dernières années comme une technologie avancée qui était intégrée dans les systèmes pour améliorer les fonctionnalités de tri de CV. Je reviens sur la fonction RH. Du tri de CV, de l'évaluation des compétences ou encore la construction de plans de carrière. Mais aujourd'hui, avec ChatGPT, ce qu'apporte ChatGPT, pour moi, c'est deux révolutions. C'est la révolution du langage naturel. Au-delà de ce que c'est en soi, le fait de pouvoir dialoguer avec la machine dans le langage naturel et pas en MS-DOS ou en SQL ou je ne sais pas quoi. Et puis même pas à l'écrit, tu peux lui parler vraiment. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Et demain, on pourra faire des gestes et être imité par des robots. Donc les robots apprendront sans qu'on ait à s'exprimer textuellement. Donc, pour les gens qui ont des difficultés à s'exprimer, à écrire, ce sera une possibilité supplémentaire. Et donc ça, ce changement-là, cette première révolution, c'est le langage naturel. Et la deuxième révolution, c'est de le mettre à la disposition de tout le monde. Et ça, en fait, ça oblige tout le monde à changer. Ça impacte beaucoup de monde. Voilà, alors l'effet, c'est comme on a connu le big data, le cloud, le .com, on connaît l'IA en ce moment, quand tu vas dans n'importe quel salon, tu vois l'IA partout. C'est partout, même dans la nourriture. Exactement. Et donc, on en parle partout. Donc ça va se tasser. Oui, j'espère. Mais ça a obligé tout le monde à considérer cette technologie comme une nécessité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est un vrai game changer. Carrément. Merci infiniment, François, pour cette approche positive et merci pétillante. de m'avoir invité. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Complètement partagé. Merci beaucoup et à très bientôt, du coup. Eh bien oui, certainement. Pour la saison 2.
Trop bien, on est good. Ouais. T'as un sourire. Bah écoute, c'était un plaisir.